Une Karen m'a accusé d'être un pervers parce que j'attendais ma femme près des cabines d'essayage pour femmes, mais maintenant tout le tribunal applaudit quand nous gagnons le procès contre elle. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Je tape ceci dans le coin sombre de mon salon, avec un bloc-notes rempli des notes de mon avocat à côté de moi. Tout ce que j'ai fait, c'est attendre ma femme. C'est tout. Nous étions dans un centre commercial chic de notre ville. Ma femme voulait essayer quelques robes dans une boutique près de la zone de restauration au 2e étage. Je ne me souviens même plus du nom, juste que les lumières y étaient très blanches. Elle est entrée et je l'ai suivie, mais quand elle a pris quelques articles sur des portants et qu'elle est entrée dans la cabine d'essayage, je suis resté dehors. Je ne voulais pas être ce type qui reste planté là à regarder, alors je me suis mis juste à l'extérieur de la zone d'essayage, pas même devant. J'étais sur le côté, regardant mon téléphone. Environ 10 minutes ont passé. Je ne regardais personne, mais apparemment, exister en tant qu'homme près d'une cabine d'essayage pour femmes suffit à ce que quelqu'un pense le pire, parce que soudain, une femme, peut-être dans la trentaine, a déboulé furieuse et a commencé à crier. Elle m'a demandé ce que je faisais, et avant que je puisse répondre, elle m'a coupé en disant des choses comme « Je t'ai vu regarder, ne fais pas semblant de ne pas espionner ». J'ai essayé d'expliquer que j'attendais simplement ma femme, mais elle s'en fichait. À la place, elle a appelé une employée et a dit « Il y a un homme qui rôde autour des cabines d'essayage pour femmes ». Et c'est là que tout a basculé. Le gérant du magasin est arrivé. Un type a l'air suffisant. Immédiatement, il ne m'a même pas adressé la parole. Il a parlé à la femme, a hoché la tête et a dit « Nous prenons cela très au sérieux ». Puis il m'a dit que je devais quitter le magasin. J'ai répondu que j'attendais ma femme. J'ai même commencé à composer son numéro pour qu'elle puisse sortir, mais il m'a répété que je devais partir immédiatement ou il appellerait la sécurité. J'ai insisté sur le fait que je ne faisais rien de mal, que ma femme était dans la cabine. Il répétait toujours la même chose comme un robot. Finalement, un agent de sécurité est arrivé. Puis 2 autres. Ils m'ont dit que je dérangeais les clients et m'ont demandé de quitter le magasin, puis ils m'ont escorté hors du centre commercial. Pas seulement hors du magasin, hors du centre commercial tout entier. Je leur demandais sans cesse ce que j'avais fait de mal, et ils répondaient que j'avais mis les clientes mal à l'aise. J'ai dit de vérifier les caméras, que je n'avais rien à cacher. L'un d'eux a dit « Nous ne prenons pas ces décisions, monsieur, vous devrez voir ça avec la direction ». J'ai attendu dehors pendant 20 minutes, attendant ma femme, qui n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Elle pensait que j'étais allé prendre un café ou autre. Quand je lui ai dit, elle ne m'a même pas cru au début. Elle a dit « Tu t'es fait expulser juste pour avoir attendu ?» Oui, je me suis fait expulser. Et ce n'était que le début. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de la direction du centre commercial, un avis officiel m'informant que j'étais banni pendant 90 jours. Ils avaient eu mes coordonnées quand j'avais écrit pour me plaindre de la situation. Ils ont appelé ça une violation du règlement et ont dit que j'avais rôdé près d'une zone privée d'une manière qui avait mis mal à l'aise les clientes. J'étais furieux. J'ai répondu en exigeant qu'ils retirent ça et qu'ils examinent les enregistrements vidéo. Aucune réponse. Alors j'ai appelé, laissé des messages, envoyé un autre email. Rien. Puis ma femme, qui est beaucoup plus tenace que moi, est retournée dans le magasin en faisant semblant de faire du shopping, et a demandé à parler au gérant. Elle a tout enregistré sur son téléphone, et vous ne croirez pas ce que le type a dit. Il lui a affirmé, le plus sérieusement du monde, que j'avais été surpris en train d'essayer de prendre une photo sous la porte d'une cabine. C'est le genre d'accusation qui peut ruiner la vie de quelqu'un à jamais. Il a probablement dit ça juste pour couvrir ses arrières. J'ai contacté un avocat. Il m'a dit que j'avais matière à intenter une action en diffamation et peut-être plus si nous pouvions prouver un préjudice moral ou une atteinte à ma réputation, puisque j'avais été escorté dehors devant tout le monde. Il a déposé une requête officielle pour obtenir les enregistrements de ce jour-là. Devinez ce qu'ils n'ont pas fourni? Ils ont affirmé que les enregistrements n'étaient pas disponibles à cause de problèmes techniques. Ils ont disparu dans l'un des magasins les plus fréquentés du centre commercial, un samedi, le même jour où j'avais été accusé d'avoir filmé des femmes. Mon avocat a dit qu'il faisait obstruction et espérait que j'abandonne. Mais je n'ai pas lâché. J'ai riposté, j'ai intenté un procès officiel contre le magasin et le gérant personnellement pour diffamation. J'ai déposé une plainte auprès du bureau d'éthique commerciale. J'ai même publié un message à ce sujet sur un forum local. Ce post a été supprimé pour harcèlement ciblé. Quelle surprise! Nous attendons toujours une date d'audience. Mon avocat dit que nous avons de bonnes chances. Mais honnêtement, je ne me soucie même plus de l'argent. Je veux juste laver mon nom, parce que peu importe l'issue, ce mensonge est déjà là, désormais. Mise à jour 1. Tout d'abord, mon avocat a réussi à entrer en contact avec une ancienne employée de la boutique. Je ne donnerai pas de nom, mais appelons-la C. Elle nous a écrit après avoir vu mon post circuler dans un groupe Facebook local. Quelqu'un avait fait une capture d'écran et l'avait republié. J'imagine que ça se répand. C nous a dit qu'elle travaillait ce jour-là dans le magasin.
Elle se souvenait parfaitement que j'étais resté immobile tout le temps, ne regardant personne, juste mon téléphone. Elle a aussi ajouté, tenez-vous bien, que la femme qui m'avait accusé avait déjà causé des problèmes auparavant. Apparemment, elle est connue pour exagérer ou inventer des situations de harcèlement afin d'obtenir des réductions ou de l'attention. Une fois, elle a affirmé qu'un caissier de 17 ans s'était moqué de son poids parce qu'il ne l'avait pas salué assez vite. Une autre fois, elle a dit qu'un père qui faisait du shopping avec sa fille adolescente la dévisageait, alors qu'il essayait littéralement juste de trouver une taille de robe. Le gérant du magasin connaissait sa réputation. C'est nous a raconté qu'après les événements, elle avait entendu le gérant se vanter de la rapidité avec laquelle il avait géré la situation, disant « De nos jours, on ne peut prendre aucun risque, même si le type est juste perdu ou confus ». Elle a ajouté qu'il avait donné pour consigne au personnel de ne pas en parler, et que si quelqu'un posait des questions, il fallait s'en tenir à la déclaration officielle de la direction. Le gérant savait que l'accusatrice n'était pas fiable. Il savait que je ne faisais rien, mais il m'a quand même expulsé et inventé une histoire, car c'était plus simple de me blâmer que d'admettre son erreur. Tout ça parce qu'il ne voulait pas que les gens pensent que le magasin ne prenait pas ce genre d'accusation au sérieux. Nous avons fait signer une déclaration sous serment assez. Mon avocat dit que c'est le genre de chose qui peut faire ou défaire une affaire. Ça prouve qu'une personne clé a menti et que le magasin savait à l'avance que l'accusatrice était problématique. Ça montre aussi une volonté de dissimuler la vérité. Ce n'est plus seulement de la diffamation, c'est de la négligence malveillante. Je voulais foncer à fond, mais il fallait rester intelligent, précis. Nous avons donc déposé une assignation en urgence pour obtenir les rapports internes de l'incident du magasin, en espérant récupérer les propos originaux du gérant avant qu'ils ne soient modifiés. S'il y a la moindre incohérence entre ce qui a été dit à l'époque et ce qui est dit aujourd'hui, ce sera des munitions supplémentaires pour l'affaire. Et il y a autre chose, les caméras de sécurité du centre commercial. Il m'avait dit auparavant que les enregistrements du magasin n'étaient pas disponibles, mais je n'avais jamais demandé ceux du centre, qui couvrent les couloirs à l'extérieur du magasin. Mon avocat a envoyé une requête. Et devinez quoi? Ils ont bien les images. Elles montrent que je suis resté debout devant la zone d'essayage, les yeux rivés sur mon téléphone pendant plus de 15 minutes, comme un homme attendant sa femme, ce que je faisais exactement. Nous déposons une requête pour faire ajouter officiellement cette vidéo au dossier. Et juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas devenir plus absurde, j'ai reçu un appel du siège. La chaîne nationale qui possède la boutique a enfin pris contact par l'intermédiaire de son représentant légal. Ils ont dit vouloir discuter d'une résolution à l'amiable, ce qui, nous le savons tous, veut dire, s'il vous plaît, ne nous traînez pas dans la boue. Je leur ai dit qu'ils pouvaient commencer par publier une rétractation publique et présenter des excuses formelles pour les fausses déclarations faites par leur employé. Je veux une déclaration qui lave mon nom, pas juste un règlement discret, pas juste de l'argent pour me faire taire. Ils ont hésité. Mais je leur ai dit que j'avais le courage, et que j'allais m'en servir. Nous intentons aussi un procès contre la Karen qui a lancé toute cette histoire. Nous espérons trouver d'autres personnes qu'elle a faussement accusées, grâce aux informations fournies par C. Cela pourrait être important pour notre dossier, enfin, réduire Karen au silence. Mise à jour 2. Nous sommes allés au tribunal et le gérant a enfin eu ce qu'il méritait. Je me suis réveillé à 4h30 ce jour-là. Je n'avais même pas besoin du réveil tellement j'étais nerveux. L'audience était prévue à 9h. Nous sommes arrivés en avance. Mon avocat était déjà dehors. J'adore cet homme. L'avocat de la chaîne était aussi là, un petit rongeur suffisant dans un costume élégant avec une mallette hors de prix, portant cette expression que prennent les gens quand ils savent qu'ils vont mentir et qu'ils répètent déjà mentalement comment ils vont justifier leurs mensonges. Il a évité mon regard. Mais vous savez qui ne m'a pas évité? Le gérant. Il paraissait plus petit que dans mon souvenir. Peut-être à cause du contexte. Peut-être parce qu'il devait enfin affronter les conséquences du mensonge qu'il avait si facilement raconté. Voici comment ça s'est passé. Le juge a ouvert la séance. Mon avocat a commencé en exposant les faits. Il a expliqué comment j'avais été faussement accusé, comment le gérant du magasin avait affirmé que j'avais été surpris en train d'essayer d'enregistrer sous la porte de la cabine d'essayage, et comment aucune vidéo n'avait jamais été fournie. Puis il a lâché la bombe, les enregistrements des caméras de sécurité du centre commercial. Il a passé la vidéo du centre commercial sur grand écran, avec l'horodatage, me montrant ne rien faire, juste debout, regardant mon téléphone, changeant de temps en temps d'appui d'une jambe à l'autre. À un moment, je me suis même adossé au mur pendant un moment. Puis mon avocat a présenté la déclaration sous serment de C. Il a expliqué qui elle était, un témoin direct, une ancienne employée de la boutique, et il a lu sa déclaration à voix haute, y compris les passages sur les antécédents de l'accusatrice en matière de fausses accusations, et sur le fait que le gérant avait ordonné au personnel de se taire et de s'en tenir à la ligne officielle de l'entreprise. Puis ce fut au tour du gérant. Il a essayé de se justifier, disant qu'il avait agi sur la base d'une plainte de cliente, qu'il ne pouvait pas prendre de risques, et qu'il n'avait jamais voulu insinuer quoi que ce soit de criminel, ce qui,
bien sûr, contredisait directement la déclaration écrite qu'il avait donnée à la sécurité du centre commercial et le rapport interne de l'incident du magasin. Nous avions les deux documents en main, et tous deux utilisaient les mots comportement voyeuriste. Oui, il m'avait officiellement qualifié de voyeur. Mon avocat l'a contre-interrogé. Il lui a demandé directement s'il m'avait vu prendre une photo, il a répondu non. Il lui a demandé s'il avait visionné les enregistrements avant de faire son accusation, il a admis qu'il ne l'avait pas fait. Il lui a demandé s'il était au courant des précédents faux signalements de l'accusatrice. Il a répondu « Ce n'est pas quelque chose que je peux confirmer », ce qui était intéressant, car notre témoin l'avait déjà confirmé sous serment. Le gérant avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Le juge a ordonné une courte suspension après cela. À la reprise, l'avocat de la chaîne de boutique a demandé un règlement amiable. Il ne voulait même plus continuer, il savait que c'était un carnage. Ils ont proposé de régler le procès en diffamation sur le champ avec paiement intégral, un accord de confidentialité et une déclaration d'exonération. Mais c'est là que j'ai sorti mes griffes. J'ai dit, il n'y aura pas d'accord de confidentialité. Je ne voulais pas d'argent pour me faire taire, je ne voulais pas du silence. Je voulais des traces écrites. Je voulais que cela suive le gérant à son prochain entretien d'embauche. Je voulais qu'il soit consigné qu'il avait inventé une accusation d'inconduite sexuelle contre un homme totalement innocent. J'ai regardé l'avocat droit dans les yeux et j'ai dit, je veux par écrit que je n'ai rien fait de mal, et je veux que votre société le signe. Le résultat final, la chaîne de boutique a accepté de payer des dommages-intérêts. Je ne donnerai pas le chiffre, mais disons que ça a couvert mes frais d'avocat et bien plus. Ils ont publié des excuses officielles sur leur site corporate et leurs réseaux sociaux, mentionnant la fausse accusation, lavant mon nom et confirmant que je n'avais commis aucune inconduite. Le gérant a été licencié la semaine suivante. La direction du centre commercial a présenté des excuses privées et levé mon interdiction. Je leur ai dit de la garder, je ne remettrai jamais les pieds là-bas. Mais ensuite, une enveloppe est apparue, scotchée à ma porte d'entrée. À l'intérieur, une seule feuille imprimée disait « Profite de ta victoire, ne te crois pas trop à l'aise ». Je savais déjà de qui cela pouvait venir, la personne la plus affectée par tout ça. Je ne voulais pas réagir de manière excessive, mais je n'allais pas non plus me laisser piétiner encore une fois. J'ai donc déposé une plainte à la police pour harcèlement. Je leur ai remis le mot, l'enveloppe, et même l'horodatage de ma caméra de sonnette, qui malheureusement n'a pas capté de visage, juste quelqu'un en sweat à capuche approchant de mon Porsche vers 2h40 du matin. Quelques jours plus tard, mon travail a reçu un email affirmant que j'aimais traîner autour de jeunes filles mineures. L'email a été envoyé au RH et à mon patron. Mon entreprise est au courant de tout ce que j'ai traversé ces derniers temps, et mon patron ainsi que l'équipe juridique de la société me soutiennent pleinement. C'était des représailles. C'était un adulte en pleine crise parce que ses mensonges lui avaient coûté son emploi, et maintenant il essayait de m'entraîner avec lui. Mon avocat m'a dit qu'il enquêtait déjà sur le gérant. Apparemment, ce n'était pas son premier dérapage. Il s'avère qu'il avait été discrètement écarté de 2 autres centres commerciaux auparavant pour des problèmes de conduite non divulgués. Ce qui, en langage RH, veut dire nous ne voulons pas être poursuivis. Alors, nous avons demandé une ordonnance de protection temporaire. Et ensuite, nous avons intenté un nouveau procès civil pour harcèlement, diffamation continue, et d'autres chefs d'accusation, le tout. L'assignation lui a été remise sur son nouveau lieu de travail, ce qui n'était pas un hasard. Il travaille maintenant dans un magasin de meubles à 2 villes d'ici. Il est passé de gérant d'une boutique d'un grand centre commercial à vendeur de canapés soldés dans un magasin de liquidation. Et oui, je sais ce que certains d'entre vous pensent, pourquoi continuer? Parce que voilà la vérité, la lâcheté doit avoir des conséquences. Cet homme n'a pas seulement menti, il a menti d'une manière qui a instrumentalisé la peur, exploité un sujet sensible, et aurait pu me marquer comme prédateur pour le reste de ma vie. Et non content de cela, il continue de me harceler. Alors non, je ne vais pas m'arrêter simplement parce que ses actions n'ont plus le même poids. Je vais le poursuivre, et je vais lui montrer qu'il s'en est pris au mauvais homme. J'ai déjà fait la marche de la honte à travers le centre commercial escorté par des agents de sécurité. J'ai déjà expliqué à mon fils pourquoi papa devait aller au tribunal pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Maintenant je vais m'assurer que ce type passe par là, mais 10 fois pire. Il aurait pu simplement partir tranquillement, accepter sa nouvelle réalité. Mais s'il est amer que sa propre stupidité lui ait coûté un bon poste, ce n'est pas mon problème. Je sais que c'est une nouvelle bataille juridique, et que ce n'est jamais agréable. Mais ce sera encore moins agréable pour lui, et c'est ça qui compte. Quand mon avocat en aura fini avec lui, il se dira « je n'aurais pas dû faire ça ». Sur d'autres sujets, puisque des gens m'ont posé la question, nous bouclons l'affaire contre Karen. Nous avons déjà d'autres victimes d'elle, et nous sommes presque prêts à déposer un recours collectif contre elle aussi. Je vais passer beaucoup de temps avec mon avocat dans les mois à venir, mais si c'est ce qu'il faut pour gérer ces 2 idiots, qu'il en soit ainsi. Mise à jour 3. Il s'est présenté à l'école de mon fils. Mais j'imagine que quand on démasque un narcissique en public et qu'on lui retire le pouvoir qu'il avait construit sur des mensonges, il passe en mode survie. Et pour quelqu'un comme lui,
La survie ressemble à une pure vengeance. Voici ce qui s'est passé mardi dernier, j'ai reçu un appel du secrétariat de l'école pendant ma pause déjeuner. Je ne reçois jamais d'appel de leur part à moins que mon fils soit malade ou qu'il y ait une urgence. La secrétaire m'a dit, il y a un homme ici qui demande à récupérer votre fils, il dit être son cousin. J'ai demandé une description, et elle m'a donné la description de ce type. J'ai immédiatement dit de ne surtout pas laisser partir mon fils avec qui que ce soit et d'appeler la police sur le champ. Mais l'école l'avait déjà fait, il m'appelait seulement pour m'informer. L'homme est parti dès qu'ils lui ont dit non, et qu'il n'était pas sur la liste des personnes autorisées à venir chercher mon fils. Nous avons déposé une plainte sur place, obtenu les images des caméras de sécurité, merci mon Dieu pour les caméras à l'entrée, et elles ont confirmé que c'était bien lui. Je ne sais pas ce qu'il essayait d'obtenir, m'intimider ou me faire comprendre qu'il pouvait me nuire s'il le voulait. Comme pour dire, tu as ruiné ma carrière, maintenant je vais m'en prendre à toi et à ta famille. Nous avons déposé une requête d'urgence pour transformer l'ordonnance restrictive en une ordonnance permanente, avec des conséquences pénales pour tout type de contact. Nous avons aussi déposé une plainte pénale supplémentaire, tentative de contact illégal avec un mineur, ce qui, étant donné son historique de harcèlement, est pris très au sérieux. L'école a désormais sa photo dans son dossier. L'enseignante de mon fils a été informée. Le directeur m'a personnellement assuré que si cet homme mettait un pied dans le pâté de maison, ils activeraient le protocole de confinement. Il est probable qu'il doive attendre son procès en prison, car avec tout ce qu'il a fait, il est impossible qu'il reste en liberté. Mon avocat travaille pour obtenir du juge une détention immédiate. Je me sentirais plus en sécurité si cet homme était derrière les barreaux plutôt qu'à chercher de nouveaux moyens de m'intimider, même si cela m'enlèverait aussi la possibilité d'avoir une conversation face à face où la dernière chose que je ferais avec son visage, ce serait de parler. Par ailleurs, le procès contre Karen a été déposé, et parmi nous tous, les plaignants, nous pensons pouvoir lui infliger un solide coup financier pour ses mensonges. Cette affaire avancera peut-être plus lentement, mais il est important de la mener jusqu'au bout parce qu'elle ne peut pas simplement s'en tirer sans conséquence. C'est elle qui a tout déclenché, et elle doit payer aussi. Mise à jour 4. Il est en prison. Laissez-moi l'écrire encore, il est en prison. Laissez-moi vous raconter comment tout s'est terminé. Après qu'il s'est présenté à l'école de mon fils, la police a tout intensifié. Ils ont pris très au sérieux sa tentative d'usurpation d'identité d'un proche, même s'il n'y a pas eu de contact physique. Combiné avec les incidents précédents, qui étaient déjà alarmants, c'était suffisant pour l'arrêter et déclencher une audience d'urgence. Nous sommes retournés au tribunal il y a 2 semaines. Sa défense pour justifier ce qu'il avait tenté à l'école de mon fils était qu'il voulait simplement s'excuser en personne, qu'il cherchait une forme de clôture, que tout cela était un grand malentendu, et que, puisqu'il ne pouvait pas me contacter directement, il essayait simplement de m'atteindre. Mais le procureur n'a rien cru de tout cela et a insisté pour une condamnation. Et je dois dire qu'il a fait un excellent travail, car il a obtenu ce que nous voulions, que ce type soit derrière les barreaux, payant pour tout ce qu'il avait fait. La liste des chefs d'accusation pour lesquels il a été reconnu coupable est longue. La voici: harcèlement, traque criminel, stalking, usurpation d'identité dans l'intention de frauder, tentative de contact illégal avec un mineur, et violation d'une ordonnance restrictive. Bien sûr, il a plaidé non coupable, mais ça n'a pas marché. Pas avec la montagne de preuves. Pas après que le procureur l'ait dévoré au petit déjeuner et recraché dès l'après-midi. Le juge n'a pas mâché ses mots. Il a dit que cet homme avait fait preuve d'un mépris total pour les limites légales et qu'il avait activement tenté d'intimider et d'humilier un citoyen privé et sa famille par pure vengeance personnelle. Il a été condamné à 8 ans de prison, 7 à purger, 1 en probation avec une évaluation psychologique obligatoire et une interdiction de contact prolongée indéfiniment. Il a également été condamné à une amende. Et laissez-moi vous dire, le voir menotté et escorté hors de la salle d'audience, c'était la justice. Nous étions très satisfaits du verdict, surtout comparé à ce que nous espérions. Nous espérions seulement une probation, une petite amende, peut-être un peu plus, mais à la place, il a reçu une peine exemplaire pour les chefs d'accusation retenus. Après l'audience, le procureur m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, la plupart des gens s'effondrent lorsqu'ils sont faussement accusés. Pas vous. Vous vous êtes levé et vous avez traîné la vérité dans la lumière. Je lui ai répondu que c'était la bonne chose à faire et je l'ai remercié de m'avoir aidé tout au long de ce processus. Au même moment, nous travaillions sur l'affaire contre la Karen qui m'avait accusé ce jour-là. Nous sommes encore loin d'une condamnation, mais nous avançons aussi vite que possible. Elle n'a pas proposé de régler l'affaire à l'amiable, ce qui aurait pourtant été mieux pour elle. Les choses ne s'annoncent pas bien pour cette femme, mais peu importe, d'une manière ou d'une autre, elle paiera, même si elle se croit innocente et essaie de justifier ce qu'elle a fait en disant qu'elle pensait bien faire à l'époque. J'espère pouvoir donner une autre mise à jour, et j'espère qu'elle sera aussi bonne que celle-ci, où le coupable paie avec quelque chose qui fait vraiment mal. Mais je ne m'attends pas à ce que ce soit bientôt, ni que ce soit facile. À ce stade, je ne m'attends plus à ce que quoi que ce soit facile. Mise à jour 5.
Laissez-moi vous dire, le procès contre Karen a été une véritable folie. La salle d'audience était remplie de gens qui ne pouvaient pas supporter cette femme. Il y avait des voisins et même des collègues de travail qui la détestaient, au point de célébrer lorsque le verdict contre elle a été prononcé. J'ai parlé avec certains d'entre eux, et les choses que cette femme imbue d'elle-même a faites sont terrifiantes. Elle s'était fait beaucoup d'ennemis au fil des ans, et tout le monde attendait sa chute. Et avec notre recours collectif, nous lui avons infligé une défaite écrasante de plusieurs milliers de dollars, ce que tout le monde a célébré. Je crois même avoir vu le sténographe judiciaire se réjouir, mais peut-être que ce n'était que l'effet de voir toute la salle applaudir pendant que le juge appelait au calme. Cela ne serait pas surprenant, d'ailleurs, puisque même pendant le procès cette femme a fait preuve d'un sentiment d'impunité incroyable. Un exemple, un des jours, l'audience a duré plus tard que prévu. Nous avions commencé en retard et il y avait eu beaucoup d'interruptions, la plupart à cause d'elle. Karen avait rendez-vous chez le coiffeur et n'arrêtait pas d'interrompre pour chuchoter à son avocat à plusieurs reprises, lui rappelant qu'elle devait partir bientôt, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. C'était comme si elle pensait que tout cela n'était qu'un jeu et que sa coiffure était plus importante. Et sans doute le croyait-elle, puisqu'elle pensait faire le bien chaque fois qu'elle déposait un faux rapport, qu'elle rendait service à la communauté, et elle était outrée d'être poursuivie pour cela. C'est pour ça que c'était inestimable de voir son visage quand elle a entendu ce qu'elle devait payer. Elle ne s'y attendait vraiment pas et croyait que nous perdions notre temps. Mais non, et ce jour-là, un juge a rendu beaucoup de gens heureux en même temps. Maintenant, il est temps de savourer cela et de rester très, très loin des tribunaux pour un bon moment. J'ai l'impression d'avoir vu mon avocat plus souvent que ma propre femme pendant toute cette période, ce qui n'est sans doute pas vrai, mais c'est ainsi que je l'ai ressenti.